Les titres à la une de 15h30 oui, sur BFM TV. La contestation contre la réforme des retraites est-elle en train de s'essouffler? Les syndicats promettent en tout cas une forte mobilisation jeudi prochain pour la 11e journée nationale de mobilisation contre le texte du gouvernement. La Première ministre démarre, elle, une série de consultations à partir de demain. Avec quel objectif? On en parle avec nos invités et avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Gérald Darmanin, très offensif dans le journal du dimanche. Plus aucune ZAD ne sera installée en France. Et sur la question du maintien de l'ordre, il cible Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse d'être pyromane. Paris deviendra-t-elle la première capitale à abandonner les trottinettes en libre service? Les habitants sont appelés aux urnes aujourd'hui pour décider de l'avenir de ces engins polémiques dans la capitale. À 14h, seuls 2,72% des Français en âge de voter se sont exprimés. Alors stop ou encore, résultat final attendu à 22h. Son cancer, ses impôts, son enfance, la chanson Florent Pagny se livre pour la première fois dans son autobiographie Pagny par Florent qui paraîtra mercredi prochain et BFM TV a pu en consulter quelques extraits. Mais tout d'abord, à la une, alors que débute une semaine de consultation pour Elisabeth Borne, plusieurs milliers de personnes manifestaient hier contre la réforme des retraites sur les terres électorales de la Première ministre à Vire, en Normandie. Prochain grand rendez-vous social, ce sera jeudi pour cette 11e journée de manifestation. La mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle s'inscrire dans la durée? Élément de réponse dans ce reportage de Milan Argelas. Des milliers de personnes massées sur des places noires de monde. Des images que les syndicats veulent retrouver jeudi prochain. Le cap est fixé vers une 11e journée de mobilisation. Et on invite les salariés du public et du privé à participer ce 6 avril pour une déferlante. Il faut qu'on soit des millions dans la rue jeudi pour les faire reculer. En attendant jeudi, les manifestants restent mobilisés. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les slogans ne changent pas. Et même si les cortèges s'amenuisent, la détermination reste la même. Je vais continuer à mobiliser parce que tant que Macron ne lâchera pas sa réforme des retraites, on ne lâchera pas non plus, on restera dans la rue. On sera là en force jeudi pour revendiquer et pour montrer à Macron que finalement il n'a pas gagné la bataille. Dès demain, Elisabeth Borne va enchaîner les entretiens. Des élus de l'IOT lundi. Pour parler maintien de l'ordre, Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts mardi, l'intersyndicale et les cadres des Républicains mercredi, avant de recevoir les députés du Rassemblement national la semaine prochaine. La France insoumise a choisi de décliner l'invitation. Elisabeth Borne, si elle avait voulu discuter, elle n'aurait pas fait de 49-3. On serait allé à un vote. Là, on se fait écraser. On va aller discuter avec la personne qui nous écrabouille. La seule chose qu'elle doit faire, c'est retirer son projet de réforme des retraites. Jeudi, les manifestants défileront avec une date en ligne de mire, celle du 14 avril. C'est ce jour que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme des retraites. Nous sommes en direct avec Adrien Clouet. Bonjour, merci d'être avec nous. Député La France Insoumise, NUPES de Haute-Garonne. On a vu ces images à l'instant de cette manifestation hier à Vire, où il était attendu 10 000 manifestants. Ils étaient un peu moins finalement que prévu, 6 000 selon les syndicats, 3 000 selon la police, sans incident par ailleurs. Ça s'est passé dans le calme. Est-ce que, selon vous, c'est un signe d'essoufflement, sachant que la dernière manifestation avait moins rassemblé qu'avant, ou pas ? Non, bien sûr que non. Ce qu'on voit depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est que à chaque fois, le nombre de personnes présentes dans toute la France va croissant. Donc évidemment, on arrive toujours à trouver une commune par-ci par-là où on est 200 de moins qu'à la semaine d'avant. Mais le mouvement, il continue. Les journées de grève, elles sont très importantes. Et puis, à chaque fois que les ministres macronistes ouvrent la bouche, ils arrivent à mettre 100 000 personnes en plus dans la rue. Donc vous êtes confiant pour la journée de mercredi, a priori, parce qu'il y a beaucoup de communication. Oui, mais tout à fait, d'autant plus qu'il faut quand même bien voir que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui manifestent à chaque fois. Donc en fait, le nombre doit être aussi additionné en partie. Donc on a des millions de Français et de Français qui sont mobilisés, qui vont dans la rue, et ce, alors même évidemment que ça devient de plus en plus dur en termes de journées de salaire perdues pour les grévistes. Alors cette mobilisation dans la rue, elle est portée par les syndicats. Il y a une phrase aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon qui interpelle, Jean-Luc Mélenchon, votre leader, qui appelle aujourd'hui à une meilleure coordination entre partis politiques et syndicats. Il adresse notamment une pique à Philippe Martinez. Il estime il espère en tout cas qu'il y aura une meilleure relation avec la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qu'avec son prédécesseur Philippe Martinez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont mobilisées, qui sont en grève, qui manifestent, souhaitent qu'on ait une manière de mener la lutte de plus cohérente, qu'on puisse se parler régulièrement, qu'on ait une espèce de moment de revoyure, de réunion régulière, où on fasse le point
pour juste être certain que toutes les forces disponibles sont jetées dans la bataille. Restez avec nous, on va continuer évidemment de décrypter toute cette actualité. Nous sommes avec Anne-Sora Dubois du service politique également. Alors on le disait dans un autre temps, en parallèle, Elisabeth Borne, elle reçoit à partir de demain beaucoup de consultations qui sont au programme, avec d'ailleurs quelques ajouts dont vous allez nous parler. Absolument. Alors est-ce que ces consultations de la Première ministre, c'est de la communication ou est-ce qu'il y a un vrai enjeu pour le gouvernement? Alors c'est surtout de la communication, mais qui ne vient pas que de Matignon. Elle vient aussi des partis politiques qui vont participer à ces entretiens avec la Première ministre. L'idée, c'est de dire, malgré le fait que nous ne sommes pas d'accord sur la réforme des retraites, malgré le fait que nous ne sommes pas d'accord sur le fait de la mettre en pause sur l'âge des 64 ans, nous ne sommes pas d'accord en général, plus généralement, sur l'agenda social du pays. Le pays est en train de s'enfoncer quand même dans une forme de crise politique qui se double en plus d'une crise du maintien de l'ordre. Et donc, les partis se sont dit qu'il n'y avait finalement rien à perdre à tenter au moins de discuter. Et c'est un peu aussi dans ce sens que l'intersyndicale se rendra devant Elisabeth Borne mercredi. On rajoute à l'agenda que vous voyez juste ici, lundi, plusieurs rendez-vous qui se sont rajoutés. La Première ministre recevra aussi le groupe UDI, le groupe RDSE du Sénat, donc le Parti radical et le MoDem avec Jean-Paul Mattei, donc une partie aussi de la majorité. On comprend que dans ces consultations, plus généralement, on fait le point sur l'état du pays, mais aussi avec les alliés évidents que représente par exemple le MoDem. Concernant la réforme des retraites, on n'aura aucune surprise cette semaine, il n'y a aucun doute, à moins que, à la surprise générale, le gouvernement décide de reculer sur les 64 ans ou que Laurent Berger décide de fracturer l'intersyndicale en disant finalement on est d'accord, cette réforme passe. Ça n'a évidemment aucune chance d'arriver, mais c'est la tentative dans une crise politique au moins des corps intermédiaires du gouvernement et des oppositions de continuer à discuter. Grosse semaine pour Elisabeth Borne, beaucoup de monde reçu à Matignon, mais pas la NUPES. Adrien Clouet, pourquoi avoir refusé d'y aller? Parce que c'est un plan com, et un plan com qui n'est pas très bien mené. On a un pouvoir qui est isolé comme jamais. Monsieur Macron est obligé de se balader en hélicoptère pour échapper à des manifestations où qu'il aille. Donc dans cette situation, il y a un préalable. Si on discute de certains sujets importants. Monsieur Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, a dit que tout le monde était le bienvenu à Matignon, à condition de ne parler que des sujets sur lesquels on était d'accord. Bon, c'est pas possible. Dans un moment de crise, si on veut une discussion franche, il faut pouvoir se dire les choses. Et donc, on ne va pas y aller pour faire perdre du temps à Mme Borne et perdre le nôtre. Nous, on a une bataille à mener pour la faire reculer. Et elle, je pense qu'elle a très bien compris où on en était, c'est-à-dire on n'accepte aucun mot, aucune virgule, aucun point de son projet. Restez avec nous. Il y a cette question à présent dans le contexte actuel où gauche et gouvernement se renvoient la responsabilité du chaos autour de la réforme des retraites. Le Rassemblement national profite-t-il des pots cassés? On va regarder ces déclarations de Marine Le Pen qui s'est exprimée chez nos confrères de Ouest France et qui dénonce le manque de courage d'Emmanuel Macron. Elle dit qu'il y a 2 solutions prévues par la Constitution française en cas de conflit entre le président et les représentants du peuple français, la dissolution ou le référendum. Emmanuel Macron n'ira pas au référendum, il a peur du peuple. Anne-Sora Dubois, le grand gagnant de cette crise politique et sociale, c'est le RN? Oui, tous les sondages le disent. Et d'ailleurs, les autres forces d'opposition, elles aussi le disent, du bout des lèvres évidemment, parce que ça agace tous les opposants à Marine Le Pen. Mais en effet, si on regarde les sondages, toutes catégories confondues, c'est bien le Rassemblement national qui capitalise le plus de cette crise politique et de cette contestation contre la réforme des retraites. En effet, la NUPES capitalise aussi, mais moins, beaucoup moins que le Rassemblement national. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si demain il y avait une dissolution, et dans 2 semaines, ça sera clairement demain, s'il devait y en avoir une, eh bien, ce serait effectivement le Rassemblement national qui raflerait la mise. Avec 26% des sondages, c'est plus 7 points par rapport aux dernières élections législatives. Et ça veut dire qu'on aurait vraisemblablement, ça c'est pour le premier tour évidemment des élections législatives, si elles devaient avoir lieu en cas de dissolution. Au second tour, on verrait s'il y a un barrage anti-NUPES ou un barrage anti-Rassemblement national, mais ça voudrait dire potentiellement une cohabitation, s'il y avait dissolution encore une fois, entre Emmanuel Macron et peut-être une première ministre ou un premier ministre du Rassemblement national. Pourquoi Marine Le Pen insiste sur ces questions de référendum et de dissolution? Parce qu'elle sait très bien que ces 2 options lui bénéficieraient à elle, surtout à elle. La dissolution, encore une fois, je viens de vous le dire, parce que il y aurait un certain nombre de sièges du Rassemblement national en plus au sein du Palais Bourbon. Et si c'était un référendum, parce qu'elle sait bien en effet qu'aujourd'hui, avec 70-75% des Français qui sont opposés à la réforme des retraites, ça serait un non pour Emmanuel Macron. Et ça serait donc un moyen pour elle de capitaliser encore plus sur la faiblesse aujourd'hui de l'exécutif. Merci beaucoup Anne. Ce dimanche, il y a aussi une interview de Gérald Darmanin dans le
Le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur qui assume son schéma de maintien de l'ordre, notamment après l'épisode très violent de Sainte-Soline samedi dernier. Je cite, à Sainte-Soline, comme dans certaines manifestations sauvages, ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était de la guérilla. J'appelle les politiques et les médias à ne pas tirer dans le dos des forces de l'ordre. Ils ont un courage que beaucoup n'ont pas pour affronter la violence. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Ouais, une vision bien différente pour Jordan Bardella du maintien de l'ordre de Gérald Darmanin. Écoutez, le président du Rassemblement national, il était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Je ne me fais pas avoir par un piège qui consiste à laisser croire que ce gouvernement est le parti de l'ordre. Parce que M. Darmanin, qui est responsable de la sécurité depuis plusieurs années dans notre pays, a un bilan. Et ce bilan, c'est une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays. Ce bilan, ce sont des milices d'ultra-gauche qui bénéficient d'une mansuétude et d'une impunité depuis maintenant plusieurs années. Ça a commencé aller aux yeux de tous lors des 1er mai en 2016. On l'a vu pendant les manifestations contre la loi travail en 2018. Adrien Clouet, vous êtes toujours avec nous. Gérald Darmanin n'est pas tendre non plus à l'égard de votre famille politique. Il accuse notamment Jean-Luc Mélenchon, je cite, d'être passé de pompier pyromane à pyromane tout court, après avoir appelé les policiers de la Brave à se faire soigner et de semer le chaos en appelant à des manifestations interdites pour obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Voilà ce qu'il déclare. Que répondez-vous ? Vous savez, depuis 4 mois, on voit qu'à chaque décision du pouvoir, les gens descendent dans la rue sans qu'on leur demande de le faire. Ils savent très bien s'organiser tout seuls pour le contester. Non, ce qui se passe actuellement, c'est assez simple. Vous avez 4 mois de mobilisation contre un projet dont personne ne veut, celui de la réforme des retraites. Dans le cadre de ces manifestations, il y a eu des milliers de blessés, M. Darmanin le dit lui-même, du côté des professionnels de la sûreté publique et du côté des manifestants. Cela signifie donc que M. Darmanin, qui a pour unique tâche de protéger et son personnel et les gens qui exercent leur liberté de manifester, a manifestement montré qu'il était incompétent, incapable de les protéger, d'assurer la sûreté publique. Donc c'est un aveu d'échec, il faut qu'il parte. Merci beaucoup Adrien Clouet, député La France Insoumise NUPES de Haute-Garonne, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. 15h42, autre titre à la une, le vote des Parisiens ce dimanche pour conserver ou se débarrasser des trottinettes électriques en libre service. Seuls 2,72% de participation à 14h, mais les habitants ont jusqu'à 19h ce soir pour se prononcer, pour ou contre. Après 2 ans et demi de tests dans la capitale, une consultation citoyenne à l'initiative de la mairie de Paris, dont les résultats définitifs seront connus ce soir à 22h. Néla Prudhomme, Nicolas Laurent et Benjamin Berthaud. Ils se sont déplacés pour trancher, pour ou contre les trottinettes électriques en libre service. Tous les moyens de transport, quand ils sont écologiques, sont bienvenus en ville. Je trouve ça un peu bête de se priver de tout un mode de transport. Elles sont mal garées dans les rues, ça déborde, ça utilise les pistes cyclables et moi je suis cycliste. Moi je travaille à l'hôpital, en pédiatrie, à Robert Debré. Et on a de la casse tous les jours avec les enfants qui arrivent avec des bras cassés, des enfants ou alors des personnes adultes qui se font bousculer, qui se retrouvent aussi aux urgences. Une votation citoyenne organisée par la maire de Paris. Avec une promesse. Je me suis engagée, bien sûr, à respecter purement et simplement le résultat du vote. Et je crois que c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner. L'enjeu, renouveler ou non le contrat avec 3 opérateurs privés et leur flotte de 5000 trottinettes dans la capitale. Des entreprises qui ont tenté de mobiliser ces derniers mois, notamment par le biais d'influenceurs. Aujourd'hui, les défenseurs des trottinettes électriques prônent la régulation plutôt que l'interdiction. La position de la fédération, c'est de pouvoir mieux accompagner plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et si les Parisiens se prononcent en faveur du non, les trottinettes quitteront les trottoirs de la capitale le 1er septembre prochain. On parle également ce dimanche de Florent Pagny parce que son autobiographie va paraître mercredi prochain. Florent Pagny par Florent, près de 500 pages que nos journalistes Jean-Marie Marchot et Candice Mahut ont eu la chance de lire en avant-première. Ça pourrait être une de ces énièmes provocations. En couverture, Florent Pagny fume. Cette photo, c'est la plus grande partie de ma vie. Ni provocation, ni revendication, mais un acte de sincérité. Elle appartient au passé désormais. En 2021, il m'est arrivé quelque chose. Plus jamais personne ne me verra faire ce geste. Mais ce n'est pas son cancer du poumon qui l'a incité à se raconter. À l'approche de la soixantaine, il voulait livrer sa vérité. Un Pagny pur jus, garanti 100% Florent. On découvre les galères, les petits boulots dans les bars de nuit, puis avec le succès de N'importe quoi, son histoire d'amour exposée avec Vanessa Paradis, dont il garde une certaine amertume.
Alors que désormais tout allait bien pour elle, j'ai dégagé de la photo directe. Amertume aussi contre le fisc et c'est démêlé avec la justice qui ont inspiré ma liberté de penser. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Le procès n'avait pas encore eu lieu, mais dans la tête des gens, j'étais coupable. C'est là que les impôts ont gagné. Lui, sa plus belle victoire, c'est sa rencontre avec Azucena, qui a changé sa vie il y a 30 ans. C'est au moment où il se sent enfin apaisé que dans les loges de The Voice, il reçoit un véritable uppercut, l'annonce de son cancer fin 2021. Je me prends une claque qui me fout en l'air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j'ai du mal à respirer. La terre s'effondre. Mais bien vite, sa force de caractère reprend le dessus. Il me semble qu'à chaque danger que l'on brave, à chaque bataille que l'on livre, à chaque obstacle que l'on affronte, il y a quelque chose de positif. Je ne voudrais donner de leçons à personne, mais si je peux montrer un chemin, tout cela n'aura pas été inutile. Et on sent bien à travers ces lignes son envie d'en découdre. Objectif premier, reprendre la scène dès le 30 juin prochain. Et dans cet ouvrage, le chanteur se raconte sans fioriture son cancer, le succès, ses déboires avec le fisc ou encore l'avenir. Isabelle Saporta, son éditrice, était l'invitée de BFM TV. Effectivement, il cache rien. C'est-à-dire qu'il a longtemps hésité. Damien Bergeret me le rappelait, son éditeur, il me le rappelait. Il a longtemps hésité, effectivement, à faire un livre. Mais quand il le fait vraiment. Il y a ses 7 vies, il y a tout dedans. Il y a toutes ses amours, il y a toutes ses emmerdes. C'est quelqu'un quand même qui se met à nu. Il y a beaucoup de stars qui n'oseraient pas raconter, effectivement, leurs ennuis avec le fisc, leur chagrin d'amour. Lui, il ne fémise rien, il raconte tout. Tout de suite, votre chronique santé, prenez soin de vous. On parle recrutement en milieu hospitalier avec Margot de Fourville et Alain Ducardonnet. On sait que les besoins sont immenses, mais Margot, Alain, le profil embauché par l'Institut Curie est un peu particulier. Votre programme avec Active Foie, comprimé naturel pour la détox du foie et le contrôle du poids, en pharmacie et sur vitalco.com. Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Une blouse blanche à 4 pattes avec une truffe humide, vous avez peut-être deviné. C'est un setter anglais. Il a environ 2 ans. Il s'appelle Snoopy et il est arrivé à l'Institut Curie avec une mission principale, détendre, apaiser les patients, comme l'explique l'infirmière en charge du projet. Isabelle Fromentin s'intéresse depuis 15 ans aux bénéfices des chiens dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Snoopy, il arrive, lui, il s'en fiche du cancer, quoi. C'est pas son problème. Lui, il voit une personne, une interaction, un moment, des caresses, un câlin, et il fait complètement sortir de la maladie. Dr Snoopy a été en fait adopté à la SPA de Pornic en décembre dernier. Alors il y avait des critères assez précis quand même pour le sélectionner. Tout d'abord un chien de taille moyenne, qui s'adapte bien au milieu urbain, et puis qui a des oreilles tombantes. En effet, c'est rassurant. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre, ça marche pas mal. Bien. On peut faire comme ça. C'est vrai que, bon, ça me stresse moins, les soins sont plus faciles, je suis plus décontractée, la tension, elle descend. En plus des bénéfices pour les patients, l'équipe espère que l'adoption de Snoopy permettra d'abaisser la charge émotionnelle du personnel, un mieux-être potentiel qui doit d'ailleurs être évalué au sein d'une étude menée dans 3 équipes. Et l'Institut Curie n'en est pas à sa première expérience canine. En effet, depuis 2016, a été lancé un programme qui s'appelle CADOG et qui vise à proposer un pré-test de diagnostic du cancer du sein. Alors les chiens, en fait, sont entraînés à reconnaître les odeurs des tumeurs. Et bien, les premiers résultats sont plutôt encourageants. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Active Foie, comprimé naturel pour la détox du foie et le contrôle du poids, en pharmacie et sur vitalco.com. C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. La météo. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France.
L'anticyclone revient après cette fin de semaine très agitée. Nous allons retrouver des conditions beaucoup plus ensoleillées, mais beaucoup plus froides aussi. On va découvrir tout cela dans le détail. Donc cet anticyclone, il va se positionner sur l'Europe du Nord et il va faire barrage donc à ce courant océanique perturbé. On va quand même conserver encore ce lundi matin sur une bonne moitié sud, une large moitié sud, des nuages assez nombreux, voire même de la pluie sur le sud-ouest, sur le massif central, de l'instabilité qui va se développer et s'installer aussi sur le quart sud-est des Alpes du Sud jusque sur la Corse. Ailleurs sur le littoral méditerranéen, vous profiterez de belles éclaircies. Puis les belles éclaircies, on les retrouvera de façon généreuse sur les régions du nord et elles vont même avoir tendance à gagner du terrain dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, une petite amélioration. Ce sera assez timide quand même. On retrouvera peut-être quelques timides éclaircies, surtout sur l'ouest, mais toujours beaucoup de nuages sur les Pyrénées où il continuera de neiger. Et puis cette instabilité donc de plus en plus marquée sur les Alpes du Sud jusqu'en Corse. Vos températures, donc c'est le refroidissement qui va s'installer dans ce flux de secteur nord-nord-est. En matinée, des valeurs comprises entre 1 et on ira quand même jusqu'à 11 degrés pour Nice. Il fera 5 à Paris, 1 degré à peine près des frontières du nord. Et puis dans le courant de l'après-midi, ça remonte. On attend des valeurs comprises entre 11 et 20 degrés. 11 à Cherbourg, 11 également à Nancy. Il fera 14 à Paris, 16 à Bordeaux, 20 degrés entre Marseille et Ajaccio. Pour votre mardi, de plus en plus d'éclaircies généreuses sur quasi la totalité du pays. Encore du vent sur le pourtour méditerranéen, puis toujours cette instabilité bien marquée ici entre les Alpes du Sud, le petit quart sud-est jusque sur la Corse. Les températures, donc le retour des gelées. Regardez, ça baisse encore pour votre matinée de mercredi. On retrouve toujours beaucoup de soleil sur la majeure partie du pays. Ça se voile un petit peu sur la pointe bretonne et ça reste encore instable sur le quart sud-est ainsi que sur la Corse pour la journée de jeudi. Quelques précipitations mais très faibles près des côtes de la Manche. Puis globalement, ça reste très calme. Les températures auraient tendance à remonter un tout petit peu, mais après, jeudi, l'indice de confiance reste très faible. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Votre programme avec Active Foie, comprimé naturel pour la détox du foie et le contrôle du poids, en pharmacie et sur vitalco.com. Les lunettes de réalité augmentée aideront à voir le dernier scanner d'un patient et permettront un jour de prendre des décisions plus rapidement aux urgences. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Vous avez choisi cette monture de lunettes parmi 280 montures de lunettes. Vous avez choisi ce qui naît et supporter son haleine. Voilà. Bah oui, c'est votre beau-frère. Pour soigner votre stress, vous avez choisi les médecines douces. Et après tout ça, vous ne pourriez pas choisir votre niveau de couverture santé? La Matmut lance Sentez-vous bien. La mutuelle santé personnalisable qui s'adapte à vos besoins et votre budget. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, c'est ça aussi, assuré. Et donc pour les poser, il suffit de l'éclipser. Et en plus, pour un jardin plus respectueux de l'environnement, ces lames de terrasse sont composées à 86% de matière recyclée. Et là, avec ce récupérateur d'eau de pluie, vous pouvez arroser votre jardin et faire de grosses économies d'eau. Fini le gaspillage. L'arrosoir, tu l'as pris ou pas tout à l'heure? Avec Castorama, changeons pour un jardin plus responsable. Castorama, changer nous fait avancer. Avec l'assurance Auto-Alliance, déplacez-vous sereinement. Bénéficiez aussi d'une assistance 24 heures sur 24 et de 3900 garages partenaires partout en France pour la réparation de votre véhicule sans avance de frais. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts.
Vous avez envie de perdre du poids? Avec Comme J'aime, dans un mois, vous aurez déjà perdu en moyenne plus de 6 kilos. Et on est tellement sûr que vous allez perdre du poids qu'on vous propose de tester la première semaine sans payer. Si après cette première semaine, vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous ne payez rien. Vous n'aurez qu'à nous retourner les 3 semaines restantes, les frais de retour sont offerts et vous n'aurez rien payé. Oui, vous avez bien entendu, vous aurez testé une semaine sans rien payer. Alors rendez-vous sur le site commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37 0800 37 37 37. Vous souhaitez ou devez modifier la classe énergétique de votre maison? Groupe Verlaine lance l'audit énergétique avec aide de l'État. Un outil de pointe qui a pour objectif d'estimer vos économies d'énergie, d'estimer le prix de vos travaux de rénovation et d'estimer le montant de vos aides financières. N'attendez pas la dernière minute. L'audit est à 990 €. Achetez, vendre ou louer en toute sérénité avec l'audit énergétique de Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Il est top cet aspirateur. 69,98 € chez Electrodépôt. Oh, t'as vu? Il y a même des LED. 69,98 €. Et en plus, il y a une accroche murale. Et à 69,98 €. Tu peux répéter, je crois que j'ai pas bien compris là. 69,98 € pour cet aspirateur Berley Valberg Cyclonic S3 avec 40 minutes d'autonomie et une note client de 4,3 sur 5. 4,3 sur 5. Vous proposez un aspirateur balai qui n'aspire pas vos économies chez Electrodépôt? Eh oui, on peut. Electrodépôt, des prix, mais pas seulement. Merci docteur. Alors à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, appelez le 112. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. La nouvelle gamme Beko associe harmonieusement design et performance pour faciliter votre quotidien. Beko. On y va pour la visite? Ça va? Maurice, moi c'est les frères en fils. Arthur? Ça va la famille? Ça va. Et la petite, ça va? Bien. Bien. Et ton chat, ça va? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Afflelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 € de plus. Ça, c'est Chin Chin Audio, en exclusivité chez Alain Afflelou. Dispositif médical. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec B-Box Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Got it shaking, we making moves at light speed. In your pocket, a little something you might need. Oh, mais c'est la pub, là! Vous savez qu'il y a des magasins qui vont arrêter de distribuer leurs prospectus. Eh bien, il existe un nouveau magazine gratuit qui s'appelle 150 € pour continuer de recevoir plus de 150 € de promo par mois sur plein de produits. Comme ceux qu'on voit dans les pubs. Tu fais quoi, là? Je parle aux gens. Oui, ils vont porter les sacs, les gens. Inscrivez-vous sur 150euros.fr et recevez chaque semaine gratuitement, chez vous ou par mail, votre nouveau magazine conso et vos promos. 150 €. Je m'informe, j'économise. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Citroën C5X hybride rechargeable. Réservez dès maintenant votre essai exclusif sur citroën.fr. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Le face-à-face ce dimanche par médias interposés entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon. Le premier accuse le second d'être pyromane, notamment sur la question du maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur qui assure aussi que plus aucune ZAD ne s'installera en France.
La mobilisation contre la réforme des retraites s'essouffle-t-elle? La prochaine grande journée de manifestation, c'est jeudi. Hier, 3 000 à 6 000 personnes ont défilé dans les rues de Vire, le fief électoral normand d'Elisabeth Borne. Le mouvement survivra-t-il aux consultations de la Première ministre ces prochains jours? On en parle dans ce journal. La Convention citoyenne sur la fin de vie, majoritairement favorable à l'euthanasie ou au suicide assisté, 184 Français tirés au sort ont rendu leurs conclusions aujourd'hui. Le rapport final sera remis demain à Emmanuel Macron. Vous entendrez dans un instant Claire Toury, la présidente de ce comité de gouvernance de la Convention citoyenne. Et puis à peine sorti de l'hôpital, le pape François célèbre aujourd'hui la messe des Rameaux, place Saint-Pierre à Rome, devant 30 000 fidèles rassemblés. Un signal rassurant sur la santé du souverain pontife qui lance la Semaine Sainte et les célébrations de Pâques. Gérald Darmanin très offensif dans le journal du dimanche. Plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays, selon le ministre de l'Intérieur, qui accuse Jean-Luc Mélenchon d'être pyromane. Il précise aussi que 1093 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés depuis le 16 mars dernier. Bastien Cochet. Une semaine après les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Sainte-Soline, le premier flic de France défend son action dans les colonnes du journal du dimanche avec un mot d'ordre, la fermeté. Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés, les policiers les agresseurs. Je redis mon total soutien et mon admiration aux policiers et gendarmes. Un soutien aux forces de l'ordre alors que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont émis des inquiétudes concernant les méthodes employées pour maintenir l'ordre en France. Le ministre de l'Intérieur rappelle que 38 enquêtes internes ont été déclenchées depuis le début du mouvement social pour usage disproportionné de la force. Concernant les accusations d'obstruction des secours à Sainte-Soline, où le SAMU aurait été empêché de porter assistance à des manifestants blessés, selon plusieurs médias, Gérald Darmanin dénonce un mensonge. Rien n'empêche la fake news. Il va falloir s'habituer à ces manipulations de l'information à l'avenir. Afin d'éviter de nouvelles guérillas de ce type, selon ses mots, Gérald Darmanin annonce dans cet entretien la création d'une cellule anti-ZAD. Au-delà de ses charges envers les manifestants d'ultra-gauche, le ministre de l'Intérieur fait peser la responsabilité politique de ces événements sur un homme, Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites, déverse sa haine sur les policiers, essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Monsieur Mélenchon a un projet, c'est la révolution. Gérald Darmanin assure vouloir rester à son poste, au moins jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, un nouveau défi sécuritaire. Et Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé à répondre aux propos de Gérald Darmanin. Selon lui, le ministre de l'Intérieur veut le diaboliser. Les macronistes sont déclinants et ils ont pensé que puisqu'ils n'avaient aucun projet de société, ils ont donc un projet l'ordre. Pour ça, il faut qu'ils inventent des diables. Le diable, en l'occurrence, c'est moi, et les Insoumis et la NUPES. Donc vous êtes en train de dire que Gérald Darmanin vous diabolise? Absolument. Il le fait de propos délibérés et méthodiques. Pourquoi? Parce qu'il pense que de cette manière, sa candidature à l'Élysée pourra surplomber tout le parti de l'ordre. C'est ça son projet politique. C'est ce que vous pensez que c'est ça que... pas ce que je pense, c'est ce que je vois. Et ça se termine aussi minablement que toutes les tentatives qui ont consisté à essayer de faire de l'extrême droite, M. Darmanin ayant dit à Mme Le Pen qu'elle était trop molle sur le service public, je vous en rappelle. Oui, comment ça se termine? Eh bien que ça sert à rien, parce que c'est l'extrême droite qui prend les voix. On parle avec Anne-Sora Dubois du service politique. Anne, on voit bien que chacun se renvoie la balle sur cette question du maintien de l'ordre. Oui, ça nous dit déjà que le sujet s'est déplacé en quelque sorte de la réforme des retraites au sujet du maintien de l'ordre. Et évidemment, cet affrontement était très attendu entre Gérald Darmanin et Jean-Luc Mélenchon. Enfin, très attendu. Autant vous dire, c'est une surprise pour personne. Pourquoi? D'abord parce que l'attitude de Gérald Darmanin, en tout cas le choix idéologique qu'il a fait, est extrêmement fort, puissant et ne peut que faire sortir de ses gonds Jean-Luc Mélenchon. Ça fait plusieurs semaines déjà que Gérald Darmanin a théorisé l'idée que RN et NUPES, quasiment même combat, en tout cas même danger. Il y a même quelques jours, il disait choisir entre la NUPES et le Rassemblement national, c'est avoir à choisir entre la peste et le choléra. En clair, voilà ce que dit Gérald Darmanin. La NUPES et le Rassemblement national, ce sont deux extrêmes. L'un est d'extrême gauche, l'autre est d'extrême droite, et ce sont deux dangers qu'il faut combattre. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, lui, est plus sur la question évidemment du maintien de l'ordre, parce que c'est là-dessus qu'il s'oppose au gouvernement. Il a une bonne occasion de le faire là, parce que le maintien de l'ordre est critiqué en France et même en dehors de nos frontières, parce que certaines manifestations ont dégénéré, et parce que c'est l'occasion pour lui d'essayer de capitaliser aussi sur la contestation contre la réforme des retraites. Ça, c'est pour la politique à moyen terme, et chacun des deux le fait dans un registre qui est très jusqu'au boutiste. Jean-Luc Mélenchon dit régulièrement
adresse assez peu de mots doux à l'encontre des forces de l'ordre. Il avait même dit il y a quelques semaines, quelques mois, si le métier est trop dur, il faut changer de métier s'agissant des policiers. Il demande la dissolution des braves M. À l'inverse, Gérald Darmanin, lui, ne veut jamais critiquer les policiers. Tout juste a-t-il concédé il y a quelques jours, s'il y en a qui dérapent, c'est de la fatigue personnelle, des moments de dérapage personnel. Ils salissent l'uniforme, mais en tout cas, ça ne peut être que des dérapages personnels. À plus long terme, évidemment, ce qu'on comprend aussi à travers cet affrontement, c'est qu'on a deux animaux politiques qui sont en train de s'affronter et qui ont aussi un certain nombre d'échéances en tête. D'abord, dans 2 semaines, s'il y a un changement de gouvernement, s'il devait y avoir une dissolution, on sait bien que chacun des deux a plusieurs ambitions qui peuvent aller de Matignon jusqu'à l'Élysée. Ça, c'est pour la borne la plus éloignée, 2027 évidemment. Et cette bataille, on sait qu'elle a déjà commencé dans les mots de ses responsables politiques. Merci beaucoup, Anne. On va vous rappeler les prochaines échéances du côté de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui va multiplier les consultations dès demain. Elle recevra ce lundi les députés LIOT, notamment, mais aussi UDI, RDSE, la gauche au Sénat, le Parti radical ou encore le MoDem autour de Jean-Paul Mattei. Ensuite, ce sera donc mardi autour de Europe Écologie Les Verts, cette fois-ci sur la question du maintien de l'ordre dont on parlait. Et puis mercredi, l'intersyndicale sera reçue à Matignon, elle aussi, ainsi que les leaders, les Républicains et les organisations patronales. Nous sommes en direct avec Louis Marguerite, bonjour, député Renaissance de Saône-et-Loire. D'abord, un petit mot sur ce calendrier chargé pour la Première ministre cette semaine. C'est important qu'elle reçoive comme ça un petit peu toutes les forces, même s'il n'y aura pas les communistes, il n'y aura pas la France insoumise, par exemple. Bonjour, merci de votre invitation. Oui, c'est évidemment très important. La Première ministre est totalement dans son rôle de recevoir les forces politiques représentées au Parlement, les forces sociales, tout ce qui représente de corps intermédiaires, tout ce qui peut donner une indication sur les attentes très fortes de telle ou telle influence. Donc non, elle est totalement dans son rôle. C'est un calendrier serré, mais la Première ministre, comme tout son gouvernement, a toujours montré qu'ils étaient au travail, et en particulier dans ce moment, évidemment, où il y a des attentes fortes et aussi des colères qui doivent sur lesquelles on doit apporter des réponses. Et des réponses qui concerneraient également la réforme des retraites, en particulier la mesure d'âge ? Non, sur la réforme des retraites, il n'est pas du tout interdit d'en parler. Il est légitime qu'on en parle. Et d'ailleurs, je suis sûr que ce sera abordé par tel ou tel dans ce type d'enceinte, comme moi je le fais à mon niveau, dans ma circonscription ou ailleurs, comme on peut le faire au Parlement. En revanche, et on l'a dit maintenant depuis plusieurs mois dans ce débat, on n'échappe pas à une mesure d'âge, fût-elle contestable ou contestée, parce que notre seul objectif, c'est de trouver l'équilibre, enfin d'obtenir l'équilibre des régimes. On l'a suffisamment dit. Peut-être faudrait-il encore davantage l'expliquer, mais donc c'est évidemment un point sensible et crucial, mais c'est malheureusement un point sur lequel on ne peut pas échapper, et c'est pas par plaisir ou par goût du conflit, mais c'est précisément parce que c'est nécessaire. Et évidemment, c'est difficile comme réforme, mais c'est de la responsabilité des décideurs publics que de prévoir l'avenir et de s'assurer de l'équilibre à moyen terme. Sur la mobilisation, quel est votre état d'esprit du côté de la majorité ? Est-ce que vous estimez que cette mobilisation, elle va s'essouffler ? Et finalement, est-ce que vous estimez, vous avez peut-être en tout cas déjà tourné la page ? Alors, tourner la page, je ne sais pas. Il faut évidemment, on est au jour le jour. D'abord, encore une fois, très à l'écoute. Il faut choisir les bons mots pour amener à l'apaisement, parce qu'il y a évidemment des colères qui s'expriment, et chacun dans notre rôle, le gouvernement, la majorité, dans nos territoires. Paris, il faut qu'on soit évidemment dans l'écoute, l'attention. Je note quand même qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets qui se sont agrégés à la réforme des retraites. On parle aussi beaucoup de fermeture des classes. Il y en a par exemple 40 dans mon département, ce qui est vraiment beaucoup. On parle aussi évidemment d'accès aux soins, mais ça c'est évidemment un sujet qui existe depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Donc évidemment, il faut qu'on y apporte des réponses concrètes. En réalité, c'est ça qu'attendent nos concitoyens. Et c'est vrai que les réponses n'arrivent pas toujours, parce que l'action publique, c'est lourd, c'est difficile, ça demande de mobiliser beaucoup de force. Donc d'énergie, mais c'est ça qu'on attend. Donc, c'est pas qu'on a tourné la page, c'est qu'il faut très concrètement apporter des réponses et par exemple sur des sujets qui peuvent être plus consensuels, comme par exemple le partage de la valeur, sur lequel je travaille plus directement. C'est comment on redistribue davantage et à plus les bénéfices d'entreprises quand les entreprises vont bien. Donc, évidemment, il faut qu'on soit très investi sur tous ces sujets en apportant des réponses concrètes, rapides, palpables pour la plupart de nos concitoyens.
Merci beaucoup, Louis-Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Cette autre question aujourd'hui, le Rassemblement national est-il le seul vrai gagnant de cette crise? Écoutez, la réponse de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. Vous avez vu dans le sondage IFOP qui est sorti dimanche dernier qu'en cas de dissolution législative anticipée, le parti politique qui ferait une percée, c'est le Rassemblement national. Parce qu'on incarne aujourd'hui, aux yeux d'une grande partie des Français, une alternative crédible. Et je veux dire aux Français, si vous me permettez une seconde, je veux leur dire qu'on peut faire différemment. Et je veux dire aux Français, je vous jure, que ce que vous vivez avec Emmanuel Macron, ça n'est pas une fatalité, qu'on peut faire autrement. On s'intéresse aussi ce dimanche au coût de la grève. De nombreux trains ou avions ont été supprimés ces dernières semaines. Toutes ces annulations, ça coûte combien finalement au secteur du tourisme? Élément de réponse avec Clément Gauvin, Anne-Sophie Varmont, Loïc Cohen, Ebache et Amélie Patéron. Plus de vol pour rentrer de Orly à Marseille. Gérer des billets de train ou d'avion, c'est le quotidien de Jean-Marc Vigne. Mais depuis le début des grèves contre la réforme des retraites, ce gérant d'une agence de voyage a vu sa charge de travail multipliée par 5. Au bout d'un moment, 3 semaines, c'est trop, quoi. Voilà, donc les équipes sont à bout, on fait des journées qui sont à rallonge. On commence le matin à 8h pour anticiper les annulations de la veille. Car les nombreux jours de mobilisation du mois de mars ont causé l'annulation de près de 40% de ces réservations et occasionné des tensions. Entre confrères, on arrive à des conflits qu'on ne devrait pas avoir, quoi. Alors que l'hôtelier n'y est pour rien, nous on n'y est pour rien. La compagnie aérienne n'y est pour rien, donc personne n'y est pour rien, mais à un moment donné, il y en a un qui paye. Donc c'est ou l'usager, ou le commerçant, le distributeur, en l'occurrence nous. Selon l'INSEE, chaque jour de grève coûte près d'1,5 milliard d'euros à la France, soit 0,2% du PIB trimestriel. Si ce n'est pas très important en macroéconomie, c'est très important sur le transport, l'éducation, parce que là, par exemple, vous avez des gens comme la SNCF qui ont perdu plus de 100 millions par jour. Mais contrairement à ce qui était redouté, les marchés financiers ne sont pas inquiets. Les marchés étaient polarisés sur la crise bancaire, donc les taux d'intérêt ont baissé à cause de la crise bancaire et les marchés n'ont absolument pas tenu compte des mesures contre la réforme des retraites en France. Selon certains spécialistes, l'utilisation du télétravail dans de nombreuses entreprises les jours de grève ont permis de limiter son impact sur l'économie. Également dans l'actualité, les Français de la Convention citoyenne sur la fin de vie adoptent à 92% le rapport pour légaliser l'euthanasie ou encore le suicide assisté et appellent également à des changements profonds. Cette convention, elle réunit depuis des mois 184 citoyens. Ils ont été tirés au sort dans le but d'orienter l'action de l'exécutif. Leur rapport final sera transmis demain à Emmanuel Macron. Nous étions tout à l'heure avec Claire Toury, la présidente de ce comité de la gouvernance de cette Convention citoyenne, et elle nous a expliqué les conclusions du rapport. Oui, bonjour. Alors effectivement, la Convention citoyenne, elle a terminé ses travaux aujourd'hui après 27 jours de travail, 4 mois, 9 week-ends de délibération. C'est assez considérable ce qui s'est passé ici au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Et donc la question qui a été posée par la Première ministre au départ, c'est est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? La réponse de la Convention citoyenne, c'est que non, le cadre n'est pas adapté, donc oui, il faut introduire des changements. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde un peu plus précisément, il y a 2 éléments de réponse qui sont posés par les citoyens. D'abord, une nécessité de renforcer le cadre actuel, de renforcer le maillage territorial autour de l'accès aux soins et notamment le renforcement des soins palliatifs, la nécessité d'améliorer la formation et l'information, de renforcer la recherche. Donc ça, c'est une partie qui est très importante et qui est structurelle et structurante d'ailleurs dans la réponse apportée par les citoyens. Et il y a une deuxième partie qui est moins consensuelle, qui relève davantage de la controverse, qui est relative à l'aide active à mourir. Et 75% des citoyennes, des citoyens se sont prononcés en faveur d'une aide active à mourir. C'est une position majoritaire, pas unanime, mais majoritaire. Et donc, quand on regarde un peu plus finement, ils sont en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie, sur des critères assez variés. Le premier des critères, qui est un critère qui revient systématiquement, c'est la question du discernement au moment de la formulation de la demande, c'est-à-dire soit via des directives anticipées ou au moment de l'acte. Donc, la question du discernement est très, très importante et revient à chaque fois. Et ensuite interviennent des critères tels que les souffrances réfractaires physiques, la question de l'incurabilité dans la maladie et puis le fait que le pronostic vital soit engagé à plus ou moins court terme. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots.
Claire Soury, justement, en parlant de cette aide active à mourir, vous évoquez deux notions, le suicide assisté et l'euthanasie. Ce n'est pas pareil. Pour que tous les Français qui nous regardent aujourd'hui comprennent bien la différence, quelle est la différence entre ces deux notions ? Alors, de manière un peu grossière, le suicide assisté, ça veut dire que l'on est assisté par quelqu'un pour mourir, mais qu'on s'injecte soi-même le produit qui va entraîner la mort, alors que l'euthanasie fait intervenir un tiers qui va injecter le produit qui va lui-même entraîner la mort. Et quelle est l'option privilégiée dans votre rapport ? Le rapport des citoyens et des citoyennes de la Convention font apparaître la nécessité de proposer les deux. Il y a un peu plus d'entre eux qui sont en faveur du suicide assisté, mais ça se joue vraiment à quelques voix près. Donc les citoyennes, les citoyens demandent suicide assisté et euthanasie, ou suicide assisté avec exception d'euthanasie. Donc les deux modalités sont proposées par la Convention citoyenne. Alors demain, votre rapport sera remis à Emmanuel Macron. Vous espérez que le président en fasse quoi ? J'espère que le président va répondre aux citoyennes et aux citoyens qui seront présents. C'est un moment assez important pour eux, assez solennel. Ils ont donné beaucoup de leur temps, ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes pour que cette convention se passe bien et pour essayer de produire une réponse exigeante, argumentée, construite, qui pose la nuance. Ça a été extrêmement important pour eux. C'est pas une quête de consensus absolu. La controverse a été posée, les arguments en faveur de l'aide active à mourir sont posés, les arguments en défaveur sont posés aussi. Donc l'objectif, c'est bien d'éclairer la décision publique. Ce qu'ils attendent, c'est que le pouvoir politique, le commanditaire de la Convention, apporte des réponses claires le plus vite possible aux propositions des citoyennes, des citoyens. Je ne sais pas si demain on aura des réponses précises. Je ne suis pas certaine que ce soit possible vu que le livrable a été voté ce matin. Mais j'espère que demain on aura au moins un cadre de réponse et des éléments de calendrier pour savoir vers où le président de la République souhaite aller. Alors vous le disiez, une question qui a été posée, c'est de savoir s'il fallait améliorer le cadre actuel, parce qu'il existe en effet un cadre, il est régi par la loi Claes-Leonetti. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas assez bien utilisée selon vous, selon ce rapport en tout cas ? Alors, il y a une question de moyens, indéniablement, notamment autour du renforcement des soins palliatifs. Les citoyennes et les citoyens le mettent en avant. Après, il y a une question aussi de connaissance de ce que la loi Claes-Leonetti propose. Beaucoup de citoyennes, de citoyens, par exemple, ne connaissent pas le principe des directives anticipées. Ça, c'est quelque chose aussi qui revient beaucoup. Donc, c'est pour ça que dans les propositions qui sont faites par les citoyens, la question de l'information et de la formation, aussi bien de l'information du public que de la formation des soignants, est quelque chose de très, très important pour eux, justement pour permettre une meilleure connaissance du cadre actuel qui permet déjà un certain nombre de choses. Mais un cadre actuel qui ne répond pas à toutes les situations, et c'est ça qu'il faut améliorer. Oui, alors ça c'est clair. Il y a la question le fait que le cadre actuel ne réponde pas à toutes les situations, ça c'est clair. Ils sont très clairement unanimes là-dessus, puisque 97% d'entre eux ont dit que non, le cadre actuel ne répondait pas à toutes les situations. Après, ils se prononcent quand même en faveur d'une aide active à mourir. J'ai envie de dire, quel que soit le niveau d'application du cadre actuel. En fait, les deux sont corrélés, mais pas totalement. La question de l'aide active à mourir se pose aussi, même dans le cadre d'une pleine application du cadre actuel. Les deux questions s'articulent, mais ce sont deux questions différentes. Autre actualité, cette question aujourd'hui, stop ou encore, les Parisiens doivent en effet voter sur cette question pour savoir s'il faut maintenir ou pas les trottinettes en libre service dans la capitale. Anne Hidalgo a appelé à voter contre. Elle a promis qu'elle respecterait en tout cas le résultat. Les résultats attendus vers 22h, mais à 14h déjà, le taux de participation était plutôt faible, 2,72% seulement. Nicolas Laurent, vous êtes dans un bureau de vote du 19e arrondissement de Paris, où il n'y a pas grand monde. Bien, la tendance, Fanny, c'est qu'on ne voit pas énormément de jeunes depuis ce matin, et c'est eux, traditionnellement, qui sont plutôt favorables à l'usage de la trottinette. Est-ce qu'on doit en déduire quelque chose au niveau du résultat? Eh bien ça, on verra ça ce soir, mais ce que l'on voit depuis ce matin, c'est que ce sujet, il divise énormément. Il y a ceux qui sont farouchement opposés parce qu'ils trouvent cela dangereux, et puis il y a les autres, ceux qui trouvent ça bien parce que c'est pratique, parce que c'est écologique aussi. Écoutez-les, c'était au micro de Nella Prodhomme. Je suis plutôt favorable, effectivement. J'utilise très souvent les trottinettes. Je trouve que c'est un moyen assez utile de voyager, en tout cas sur Paris. En fait, le problème avec les trottinettes libre-service, c'est surtout que ça traîne sur le trottoir. Moi, à côté de chez moi, pendant le 14 juillet, ils y ont mis le feu. Mais c'est un problème pour les rues parisiennes, quoi.
Puis les gens les prennent, les jettent n'importe où. C'est surtout du civisme en fait. Si c'était mieux encadré que ça, avec des magasins qui louent, il faut laisser une pièce d'identité où il y a des assurances, ce serait mieux. Ils ont jusqu'à 19h, ces Parisiens, pour venir voter. Les résultats seront connus un peu avant 22h. Et on saura alors si Paris devient la première capitale européenne à interdire l'usage des trottinettes en libre service. On prend la direction de Rome à présent. Le pape François, tout juste sorti de l'hôpital, a remercié les fidèles pour leur prière pendant la messe des Rameaux qui marque l'entrée dans la Semaine Sainte. 30 000 personnes étaient rassemblées ce matin place Saint-Pierre à Rome. On écoute le souverain pontife. Je vous salue tous, Romains et pèlerins, en particulier ceux qui sont venus de loin. Je vous remercie pour votre participation et vos prières que vous avez intensifiées ces derniers jours. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, depuis vendredi, la traversée de la Manche en ferry entre Douvres en Angleterre et Calais en France est très perturbée. En cause, la météo, du temps pour passer la douane et un fort afflux également de passagers. On voit ces images, des centaines de personnes ont été bloquées à Douvres, particulièrement des jeunes en voyage scolaire. Jusqu'à 400 autocars ont été bloqués selon le port de Douvres. Certains ont dû patienter plusieurs heures avant de monter sur un bateau. On a d'abord attendu ici 3h30 pour que les passagers soient contrôlés. Ensuite, ils nous ont envoyés par groupe de 4 ou 5 bus à la fois vers le port principal. Donc après avoir attendu 3h30, au moment où nous avons atteint le port, nous avons rejoint une file d'attente. Et 7 heures plus tard, on a avancé de 10 cm. Il y a tellement d'embouteillages qu'ils n'arrivent pas à faire entrer les passagers dans le terminal en lui-même. Les employés sont très gentils et nous aident beaucoup. Mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a un gros manque de personnel douanier du côté français pour valider le passage des voyageurs dans le terminal. 16h21, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette contestation contre la réforme des retraites. Est-elle en train de s'essouffler? Il y avait quelques milliers de personnes dans les rues de Vire hier en Normandie. Comment ça va se dérouler jeudi pour la 11e grosse journée de mobilisation intersyndicale? En attendant, Elisabeth Borne se prépare. Dès demain, elle lancera plusieurs séries de consultations. On en parle dans un instant. À tout de suite. C'est pour ça que je me lève tous les matins. Pour ça, je mets l'écoute et l'humain au centre de tout. Oui, c'est pour ça, la justice, que je fais ce métier. Soyez au cœur de la justice. Devenez surveillant pénitentiaire. Découvrez le Toyota CHR. L'hybride remarquable. Grâce à l'hybride Toyota, faites des économies d'énergie en parcourant 55% du temps de trajet en électrique. Venez essayer le Toyota CHR dès maintenant et passez à l'hybride Toyota. Comment tu te sens? J'ai besoin d'aide. J'arrive plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. L'ennemi est omniprésent. Kiefer Sutherland dans Rabbit Hole, la nouvelle série exclusivement sur Paramount+. Une croisière qu'Atlante, c'est voguer en toute sérénité. Porté par les vents favorables vers un cap toujours nouveau. Préparez dès maintenant votre croisière sur catlante.com ou au 01 55 20 90 90. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important.fr. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Citroën C5X hybride rechargeable.
Réservez dès maintenant votre essai exclusif sur citroën.fr. Je sais pas où on va. Wow. Franchement, je sais pas où on va là. Non, des cerises en hiver. Là, je sais pas où on va. En fait, le truc, c'est que je sais pas où on va. Faites demi-tour. Là, je sais pas où on va. Au moins, on sait où va notre épargne. Permettre à votre épargne de participer à l'économie de votre région. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Peu importe ma trajectoire. Peu importe combien de fois j'ai répété le saut dans ma tête. À l'atterrissage, je ne peux faire confiance qu'à une seule chose. Mes pneus. Michelin, Motion for Life. Merci, docteur. Alors, à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, appelez le 112. Chez Groupama, nous lançons un programme pour former gratuitement 1 million de Français aux gestes qui sauvent, grâce à nos élus bénévoles et nos collaborateurs. Alors, comme ça, vous voulez le plus beau bureau. Bonjour. Qu'êtes-vous prête à sacrifier? Rien. Heureusement, les règles ont changé. Travaillez sans contrainte grâce au PC portable HP Dragonfly et sa batterie longue durée. Inépuisable et économique, elle travaille toute seule. La centrale photovoltaïque de Groupe Verlaine. Installée chez vous pour 9 900 € le 3 kg. Garantie 25 ans, responsabilité civile et décennale. Dossier administratif inclus. Inscription sur groupeverlaine.com. Prochaine fois. Un cheeseburger, s'il vous plaît. Un cheeseburger? Non. Un double cheese. Pour tous les amateurs du double cheese, découvrez la nouvelle recette au comté AOP dans tous les restaurants McDonald's. Alors les petites crevettes, on dégonfle les pneus de 30%? Non, les prix. Quoi? Mais vous êtes déjantés! Toujours aussi marteau, ce requin. Pas vrai. On n'est pas dégonflé chez Feu Vert. En ce moment, 30% de remise immédiate sur le deuxième pneu Continental. Devis et rendez-vous en ligne sur feuvert.fr. On y va pour la visite? Ça va? Maurice, moi je vais faire en fils. Arthur? Ça va la famille? Ça va. Et la petite, ça va? Bien. Bien. Et ton chat, ça va? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21. Les lunettes de réalité augmentée aideront à voir le dernier scanner d'un patient et permettront un jour de prendre des décisions plus rapidement aux urgences. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspirateur le plus puissant de Dyson nettoie en profondeur, idéal pour les foyers avec animaux. C'est la saison des allergies. Découvrez aussi nos purificateurs d'air. Rendez-vous sur Dyson.fr. Oliver Wilson, votre vol Icelandair pour New York est sur le point de décoller. Oliver Wilson. On y va! Oliver? Voilà. Oliver Wilson? Votre vol va partir. Alors, êtes-vous content d'aller à New York? Pour Pâques, laissez-vous séduire par Lindor, créé par les maîtres chocolatiers Lindt. Avec son cœur passionnément fondant, fondé de bonheur avec Lindor par les maîtres chocolatiers Lindt. Réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. La météo, avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. La météo, avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. L'anticyclone revient après cette fin de semaine très agitée. Nous allons retrouver des conditions beaucoup plus ensoleillées, mais beaucoup plus froides aussi. On va découvrir tout cela dans le détail. Donc cet anticyclone, il va se positionner sur l'Europe du Nord et il va faire barrage donc à ce courant océanique perturbé. On va quand même conserver encore ce lundi matin sur une bonne moitié sud, une large moitié sud, des nuages assez nombreux, voire même de la pluie sur le sud-ouest, sur le massif central, de l'instabilité qui va se développer
et s'installer aussi sur le quart sud-est des Alpes du Sud jusque sur la Corse. Ailleurs, sur le littoral méditerranéen, vous profiterez de belles éclaircies. Puis les belles éclaircies, on les retrouvera de façon généreuse sur les régions du nord et elles vont même avoir tendance à gagner du terrain dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, une petite amélioration, ce sera assez timide quand même. On retrouvera peut-être quelques timides éclaircies, surtout sur l'ouest, mais toujours beaucoup de nuages sur les Pyrénées où il continuera de neiger. Et puis cette instabilité donc de plus en plus marquée sur les Alpes du Sud jusqu'en Corse. Vos températures, donc c'est le refroidissement qui va s'installer dans ce flux de secteur nord-nord-est. En matinée, des valeurs comprises entre 1 et on ira quand même jusqu'à 11 degrés pour Nice. Il fera 5 à Paris, 1 degré à peine près des frontières du nord. Et puis dans le courant de l'après-midi, ça remonte. On attend des valeurs comprises entre 11 et 20 degrés. 11 à Cherbourg, 11 également à Nancy. Il fera 14 à Paris, 16 à Bordeaux, 20 degrés entre Marseille et Ajaccio. Pour votre mardi, de plus en plus d'éclaircies généreuses sur quasi la totalité du pays. Encore du vent sur le pourtour méditerranéen, puis toujours cette instabilité bien marquée ici entre les Alpes du Sud, le petit quart sud-est jusque sur la Corse. Les températures, donc le retour des gelées. Regardez, ça baisse encore pour votre matinée de mercredi. On retrouve toujours beaucoup de soleil sur la majeure partie du pays. Ça se voile un petit peu sur la pointe bretonne et ça reste encore instable sur le quart sud-est ainsi que sur la Corse pour la journée de jeudi. Quelques précipitations mais très faibles près des côtes de la Manche. Puis globalement, ça reste très calme. Les températures auraient tendance à remonter un tout petit peu, mais après, jeudi, l'indice de confiance reste très faible. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils à batterie pour entretenir facilement votre jardin. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. À la une de BFM TV cet après-midi, la contestation contre la réforme des retraites est-elle en train de s'essouffler? Les syndicats promettent en tout cas une forte mobilisation jeudi pour cette 11e journée nationale de mobilisation contre le texte du gouvernement. Et la Première ministre démarre, elle, une série de consultations à partir de demain. Alors avec quel objectif? On en parle avec nos invités et avec Anne-Sora Dubois. Gérald Darmanin très offensif dans le journal du dimanche. Plus aucune ZAD ne s'installera en France. Et sur la question du maintien de l'ordre, il cible Jean-Luc Mélenchon qui l'accuse d'être pyromane. On va en parler dans un instant avec Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise. Paris deviendra-t-elle la première capitale européenne à abandonner les trottinettes en libre service? Les habitants sont appelés aux urnes aujourd'hui pour décider de l'avenir de ces engins plutôt polémiques dans la capitale. À 14h, seuls 2,72% des Parisiens avaient voté. Alors stop ou encore, résultat final, c'est à l'entour de 22h. Et puis son concert, ses impôts, sa carrière. Florent Pagny se livre pour la première fois dans Pagny par Florent, une autobiographie à paraître mercredi prochain. Et BFM TV a pu en consulter quelques extraits. Alors que débute une semaine de consultation pour Elisabeth Borne, plusieurs milliers de personnes manifestaient encore hier contre la réforme des retraites sur les terres électorales de la Première ministre à Vire, en Normandie. Le prochain grand rendez-vous social, c'est jeudi, avec cette 11e journée de manifestation nationale. Alors la mobilisation contre la réforme des retraites va-t-elle s'inscrire dans la durée? Encore combien de temps? Élément de réponse dans ce reportage de Milan Argelas. Des milliers de personnes massées sur des places noires de monde. Des images que les syndicats veulent retrouver jeudi prochain. Le cap est fixé vers une 11e journée de mobilisation. Et on invite les salariés du public et du privé à participer ce 6 avril pour une déferlante. Il faut qu'on soit des millions dans la rue jeudi pour les faire reculer. En attendant jeudi, les manifestants restent mobilisés. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les slogans ne changent pas. Et même si les cortèges s'amenuisent, la détermination reste la même. Je vais continuer à mobiliser parce que tant que Macron ne lâchera pas sa réforme des retraites, on ne lâchera pas non plus, on restera dans la rue. On sera là en force jeudi pour revendiquer et pour montrer à Macron que finalement il n'a pas gagné la bataille. Dès demain, Elisabeth Borne va enchaîner les entretiens. Des élus de l'IOT ou encore du MoDem lundi. Pour parler maintien de l'ordre, Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts mardi, l'intersyndicale et les cadres des Républicains mercredi, avant de recevoir les députés du Rassemblement national la semaine prochaine. La France Insoumise a choisi de décliner l'invitation. Elisabeth Borne, si elle avait voulu discuter, elle n'aurait pas fait de 49-3. On serait allé à un vote.
Là, on se fait écraser. On va aller discuter avec la personne qui nous écrabouille. La seule chose qu'elle doit faire, c'est retirer son projet de réforme des retraites. Vous refusez le débat avec la Première ministre, au moins d'avoir un dialogue, de pouvoir échanger entre partis politiques responsables. C'est la moindre des choses. Et je trouve regrettable aujourd'hui que une grande partie de la NUPES refuse ce dialogue. Jeudi, les manifestants défileront avec une date en ligne de mire, celle du 14 avril. C'est ce jour que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur la réforme des retraites. Nous sommes en direct avec Manon Aubry. Bonjour, merci d'être avec nous. Députée européenne, la France Insoumise. On l'entendait dans ce sujet, la France Insoumise qui a refusé d'être reçue par Elisabeth Borne. Pour vous, il faut continuer de se mobiliser dans la rue, maintenir la pression sur le gouvernement de cette façon ? Oui, Elisabeth Borne a lancé des invitations aux forces politiques. C'est bien, elle s'est rappelé qu'il y a d'autres forces politiques que sa propre force. C'est quand même assez cocasse après avoir pendant des mois ignoré toute représentation nationale, ignoré l'Assemblée nationale. Et donc, elle a lancé ces invitations en proposant d'élargir sa majorité. Mais quel sens il y a à participer d'une majorité qui méprise les syndicats, qui méprise la représentation nationale et qui impose de force de travailler 2 ans de plus, au moins 2 ans de plus, à l'ensemble de la population française. Donc pour nous, il est clair, si dialogue il aurait dû avoir lieu à l'Assemblée nationale. Ils l'ont refusé en imposant le 49.3. Voici leur vision de la démocratie qu'ils vont exprimer ces derniers mois. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Il reste donc le recours à des manifestations. Hier, on a vu qu'à Vire, en Normandie, il y avait eu entre 3 000 et 6 000, selon les sources, personnes qui avaient battu le pavé. Et il en était attendu 10 000. Est-ce que, selon vous, ce sont peut-être des signes d'un essoufflement du mouvement dans la rue ? Est-ce que vous pensez que jeudi, il y aura quand même du monde ? Vous savez, ça fait 3 mois qu'on nous dit que le mouvement social va s'essouffler. Mais je crois qu'on peut tous en convenir, quelles que soient les opinions politiques. C'est le plus grand mouvement social de ces dernières dizaines d'années. Est-ce que vous avez déjà vu 10 dates de mobilisation qui rassemblent entre 700 et 800 000 personnes selon les forces de l'ordre et le ministère de l'Intérieur et plusieurs millions de personnes selon les syndicats? Moi, j'ai 33 ans, je n'ai jamais vu de mobilisation sociale aussi importante de toute ma vie. Et on voit que le gouvernement fait tout, utilise toutes les stratégies, y compris de dénigrement et d'insultes, pour tenter de passer à autre chose. Mais c'est pas vrai de penser que les gens qui sont mobilisés pendant des mois vont passer à autre chose. Et d'ailleurs, ce qui est frappant dans les enquêtes d'opinion de ces derniers jours et ces dernières semaines, c'est que même les personnes qui sont favorables à la réforme des retraites, un tiers d'entre elles ne veulent pas qu'elle soit promulguée parce qu'ils voient à quel point insister, s'entêter comme le fait le gouvernement, crée du conflit dans la société et ils sont en train de prendre un énorme jerrycan d'essence qui met sur le feu de la colère qui est déjà important dans notre pays, qui est important aussi à cause de l'inflation, des questions sociales qui sont extrêmement prégnantes. Donc penser que les gens vont sagement rentrer chez eux et faire comme si de rien n'était et dire « Ah ben mince, on a perdu », c'est, pardonnez-moi l'expression, se mettre un doigt dans le nez et se fourvoyer parce que c'est absolument pas ce qui va se passer. La mobilisation, elle a pris plein de formes différentes ces derniers jours et ces dernières semaines et il ne faut pas penser que le gouvernement peut faire comme si de rien n'était face aux syndicats et au peuple mobilisé. Vous restez avec nous, Manon Aubry, parce qu'on aimerait aussi, dans un instant, vous entendre sur les mots de Gérald Darmanin à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon ce dimanche. Un point, Anne, avec vous, Anne-Sora Dubois, sur cette semaine chargée pour Elisabeth Borne, des consultations avec les élus, mais aussi l'intersyndicale et le patronat. C'est juste de la communication ou est-ce qu'il y a un vrai enjeu pour le gouvernement ? Alors, concernant la réforme des retraites, oui, c'est de la communication. Il n'y a aucune chance que d'ici la fin de la semaine prochaine, on aboutisse à une surprise totale sur la réforme des retraites. Soit on laisse tomber la réforme, soit on laisse tomber les 64 ans. Clairement, ça n'est dans la tête ni de l'exécutif, ni même de l'intersyndicale. En revanche, concernant aussi quand même l'intersyndicale et aussi les consultations avec les autres partis politiques, y compris ceux de la majorité, il y a le constat partagé que le pays est en train de traverser une crise démocratique et qu'au-delà de la question de la réforme des retraites, il va falloir peut-être à un moment au moins tenter de se mettre tous autour de la table pour trouver une solution commune. Il y en a certains qui ont déjà décliné, on vient d'entendre Manon Aubry, la France Insoumise ne s'y rendra pas, Europe Écologie, les Verts non plus, le PCF non plus, on attend la décision du Parti Socialiste. En attendant, lundi, la Première ministre va
recevoir donc les députés du groupe Liberté et Territoire, RDSE, la gauche au Sénat, le Parti radical, le MoDem, notamment en la personne de Jean-Paul Mattei. Mardi, ça sera une réunion avec Europe Écologie Les Verts, notamment surtout sur la question du maintien de l'ordre, moins sur la question de l'agenda social, mais vraiment centré sur cette question du maintien de l'ordre. Et puis poursuite des consultations mercredi avec effectivement l'intersyndicale reçu à Matignon à 10h, les leaders DLR, les organisations patronales et enfin la semaine prochaine, mardi à 17h30, les députés du Rassemblement national. Merci Anne. Manon Aubry, on aimerait également vous entendre sur ce vœu formulé par Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il a appelé à une meilleure coordination entre les partis politiques et les syndicats. Il visait notamment Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, en espérant que les relations soient meilleures entre la France Insoumise et Sophie Binet qu'elle ne l'était avec son prédécesseur Philippe Martinez. Quel est votre avis ? Vous savez, le cordon de la communication, il n'a jamais été rompu entre la CGT et la France Insoumise. D'ailleurs, il s'organise surtout sur le terrain, tous les jours. Nous, les élus, on est aux côtés de ceux qui se mobilisent, qui font grève, que ce soit, moi j'ai été de nombreuses reprises à la gare de Lyon, auprès des éboueurs qui étaient mobilisés. Et finalement, on a besoin que cette symbiose et cette coordination dans l'action, elle se retrouve aussi au sommet, si je puis dire. C'est ce que nous souhaitons tous. Je pense que c'est aussi ce que veut Sophie Binet, parce que la clé de la victoire et de l'action, c'est quand vous avez une coordination des forces syndicales, mais aussi de certaines forces associatives, et des forces politiques d'opposition. Et je pense que ça a vocation, en tout cas nous on le souhaite, à continuer à s'améliorer à l'avenir. Beaucoup de nos militants insoumis sont aussi des militants syndicaux, d'ailleurs pas uniquement à la CGT, et parce que derrière c'est un monde en commun que nous défendons, si je peux me permettre l'expression. La différence, c'est que les syndicats organisent la bataille dans les entreprises, ce qu'ils ont, je pense, très bien fait ces derniers mois et ces dernières semaines, et que les forces politiques doivent donner un débouché dans la bataille politique à l'Assemblée nationale. Et si vous coordonnez les deux, forcément, vous avez une action qui est plus efficace. Manon Aubry, on voulait également vous interroger sur Gérald Darmanin qui vise Jean-Luc Mélenchon dans le journal du dimanche. Voici ce qu'il dit. Il accuse Jean-Luc Mélenchon d'être passé de pompier pyromane à pyromane tout court après avoir appelé les policiers de la Bravem à se faire soigner et de semer le chaos en appelant à des manifestations interdites pour obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. Voilà les mots du ministre de l'Intérieur. Quelle est votre réaction ? Franchement, c'est une énième provocation insupportable et opération de diversion de la part de Gérald Darmanin. La une du JDD est choquante. Parler de terrorisme. Je ne sais pas si on mesure bien ces mots, en plus de les banaliser. Quand on utilise le mot terrorisme, ça veut dire qu'on justifie le recours à des armes de guerre, à des lois d'exception. Ça va être quoi la prochaine étape ? On va autoriser les forces de l'ordre à tuer des manifestants. Et je pense qu'en réalité, si Gérald Darmanin passe à la contre-offensive, c'est plutôt pour masquer ces mensonges tout au long de la semaine qui ont été révélés notamment par certains de vos confrères. Il a menti quand il dit que les secours n'ont pas été bloqués par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Il a menti quand il a dit que les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de LBD sur les quads. Il a menti quand il a dit que des armes de guerre n'ont pas été utilisées alors que notamment des LBD et des grenades de désencerclement classées comme armes de guerre ont été retrouvées sur le terrain. Bref, Gérald Darmanin, il ment comme il respire, et dans une démocratie saine, normalement, un ministre qui est aussi responsable, qui met de l'huile sur le feu, qui fait de la provocation et qui ment, eh bien, il doit être démis de ses fonctions. Et donc, moi, j'en appelle à la responsabilité à la fois de Gérald Darmanin, et s'il ne part pas de lui-même, alors c'est Emmanuel Macron qui doit le faire démissionner, parce que son opération, en plus d'être une opération de diversion assez grotesque, on va dire, et qui va avec l'interview d'Emmanuel Macron dans Pif Gadget, etc. En vrai, c'est de la provocation pure et simple. Et je ne suis pas sûre que ce soit de nature à apaiser la situation, alors que c'est ce que officiellement, soi-disant, il voudrait faire. Merci beaucoup Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi sur BFM TV. Autre titre à la une, le vote des Parisiens ce dimanche pour conserver ou non les trottinettes électriques en libre service. Seuls 2,72% de participation à 14h pour ce vote. Mais les habitants ont jusqu'à 19h pour se prononcer, donc pour ou contre. Après déjà 2 ans et demi de tests dans la capitale, une consultation citoyenne à l'initiative de la mairie de Paris et dont les résultats définitifs seront connus aux alentours de 22h. Nella Prudhomme, Nicolas Laurent, Benjamin Berthaud.
Ils se sont déplacés pour trancher, pour ou contre les trottinettes électriques en libre service. Tous les moyens de transport, quand ils sont écologiques, sont bienvenus en ville. Je trouve ça un peu bête de se priver de tout un mode de transport. Elles sont mal garées dans les rues, ça déborde, ça utilise les pistes cyclables. Et moi, je suis cycliste. Moi, je travaille à l'hôpital, en pédiatrie, à Robert Debré. Et on a de la casse tous les jours avec les enfants qui arrivent avec des bras cassés, des enfants ou alors des personnes adultes qui se font bousculer, qui se retrouvent aussi aux urgences. Une votation citoyenne organisée par la maire de Paris. Avec une promesse. Je me suis engagée, bien sûr, à respecter purement et simplement le résultat du vote. Et je crois que c'est aussi une nouvelle façon de fonctionner. L'enjeu, renouveler ou non le contrat avec 3 opérateurs privés et leur flotte de 5000 trottinettes dans la capitale. Des entreprises qui ont tenté de mobiliser ces derniers mois, notamment par le biais d'influenceurs. Aujourd'hui, les défenseurs des trottinettes électriques prônent la régulation plutôt que l'interdiction. La position de la fédération, c'est de pouvoir mieux accompagner plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et si les Parisiens se prononcent en faveur du non, les trottinettes quitteront les trottoirs de la capitale le 1er septembre prochain. Également dans l'actualité, c'est mercredi que paraîtra l'autobiographie de Florent Pagny. Pagny par Florent, près de 500 pages que nos journalistes Jean-Marie Marchot et Candice Mahout ont eu la chance de lire en avant-première. Il parle notamment de son cancer, de sa carrière. Ça pourrait être une de ces énièmes provocations. En couverture, Florent Pagny fume. Cette photo, c'est la plus grande partie de ma vie. Ni provocation, ni revendication, mais un acte de sincérité. Elle appartient au passé désormais. En 2021, il m'est arrivé quelque chose. Plus jamais personne ne me verra faire ce geste. Mais ce n'est pas son cancer du poumon qui l'a incité à se raconter. À l'approche de la soixantaine, il voulait livrer sa vérité. Un Pagny pur jus, garanti 100% Florent. On découvre les galères, les petits boulots dans les bars de nuit, puis avec le succès de N'importe quoi, son histoire d'amour exposée avec Vanessa Paradis, dont il garde une certaine amertume. Alors que désormais tout allait bien pour elle, j'ai dégagé de la photo directe. Amertume aussi contre le fisc, et c'est démêlé avec la justice qui ont inspiré ma liberté de penser. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Le procès n'avait pas encore eu lieu, mais dans la tête des gens, j'étais coupable. C'est là que les impôts ont gagné. Lui, sa plus belle victoire, c'est sa rencontre avec Azucena, qui a changé sa vie il y a 30 ans. C'est au moment où il se sent enfin apaisé que dans les loges de The Voice, il reçoit un véritable uppercut, l'annonce de son cancer fin 2021. Je me prends une claque qui me fout en l'air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j'ai du mal à respirer. La terre s'effondre. Mais bien vite, sa force de caractère reprend le dessus. Il me semble qu'à chaque danger que l'on brave, à chaque bataille que l'on livre, à chaque obstacle que l'on affronte, il y a quelque chose de positif. Je ne voudrais donner de leçons à personne, mais si je peux montrer un chemin, tout cela n'aura pas été inutile. Et on sent bien à travers ces lignes son envie d'en découdre. Objectif premier, reprendre la scène dès le 30 juin prochain. Et dans cet ouvrage, le chanteur se livre sans phare sur sa maladie, sur ses déboires avec le fisc, sur l'avenir également. Écoutez Isabelle Saporta, la directrice des éditions Fayard, qui était l'invitée de BFM TV un peu plus tôt. Effectivement, il cache rien. C'est-à-dire qu'il a longtemps hésité, Damien Bergeret me le rappelait, son éditeur, me le rappelait, il a longtemps hésité effectivement à faire un livre. Mais quand il le fait vraiment. Il y a ses 7 vies, il y a tout dedans. Il y a toutes ses amours, il y a toutes ses emmerdes. C'est quelqu'un quand même qui se met à nu. Il y a beaucoup de stars qui n'oseraient pas raconter effectivement leurs ennuis avec le fisc, leur chagrin d'amour. Lui, il ne fémise rien, il raconte tout. Dans un instant, ce sera BFM Story Weekend présenté par Ronald Guintranche qui reparlera notamment de cette offensive de Gérald Darmanin dans le journal du dimanche, notamment à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Mais avant cela, c'est votre chronique santé. Prenez soin de vous. On parle recrutement en milieu hospitalier avec Margot de Froville et Alain Ducardonnet. On sait que les besoins sont immenses, mais Margot, Alain, le profil embauché par l'Institut Curie est un peu particulier. Votre programme avec Active Foie, comprimé naturel pour la détox du foie et le contrôle du poids, en pharmacie et sur vitalco.com. Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Une blouse
blouse blanche à 4 pattes avec une truffe humide, vous avez peut-être deviné. C'est un setter anglais. Il a environ 2 ans. Il s'appelle Snoopy et il est arrivé à l'Institut Curie avec une mission principale, détendre, apaiser les patients, comme l'explique l'infirmière en charge du projet. Isabelle Fromentin s'intéresse depuis 15 ans aux bénéfices des chiens dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Snoopy, il arrive, lui, il s'en fiche du cancer, quoi. C'est pas son problème. Lui, il voit une personne, une interaction, un moment, des caresses, un câlin, et il fait complètement sortir de la maladie. Dr Snoopy a été en fait adopté à la SPA de Pornic en décembre dernier. Alors il y avait des critères assez précis quand même pour le sélectionner. Tout d'abord un chien de taille moyenne, qui s'adapte bien au milieu urbain, et puis qui a des oreilles tombantes. En effet, c'est rassurant. Et d'ailleurs, vous allez l'entendre, ça marche pas mal. Bien. On peut faire comme ça. C'est vrai que, bon, ça me stresse moins, les soins sont plus faciles, je suis plus décontractée, la tension, elle descend. En plus des bénéfices pour les patients, l'équipe espère que l'adoption de Snoopy permettra d'abaisser la charge émotionnelle du personnel, un mieux-être potentiel qui doit d'ailleurs être évalué au sein d'une étude menée dans 3 équipes. Et l'Institut Curie n'en est pas à sa première expérience canine. En effet, depuis 2016, a été lancé un programme qui s'appelle CADOG et qui vise à proposer un pré-test de diagnostic du cancer du sein. Alors les chiens, en fait, sont entraînés à reconnaître les odeurs des tumeurs. Et bien, les premiers résultats sont plutôt encourageants. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous.